Bienvenue sur cet épisode du Tour du Monde. Votre présentateur, Chris Kachunga, et je prie que ce podcast vous inspire et vous aide à changer votre monde. Restez branchés. Ça devient tellement difficile pour certaines personnes de commencer le business et d'avoir les succès que certaines personnes ont aujourd'hui. L'écosystème congolais ne permet pas à plusieurs personnes d'avoir les yeux grandement ouverts pour essayer de capter en fait les flux du marché. Mais aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir avec moi sur ces podcasts quelqu'un qui a commencé, enfin je peux pas dire devant moi, mais quelqu'un que j'ai vu commencer et ça paraissait comme un rêve à nous tous d'ailleurs. Entrepreneur financier, lauréat King Pitch et avec mention spéciale entrepreneur, l'un des top 50 jeunes Congolais influents, CEO et cofondateur de Molato Market. Représentant des Global Shepherd Community, Kinshasa Hub, le seul et l'unique, l'homme que j'appelle Monsieur Molato, Sénèque Lumunga. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi sur ce podcast, Le Tour du Monde. Bonsoir Christian, le plaisir est mien en tout cas. Tu sais, c'est pas facile d'introduire quelqu'un comme toi parce qu'en voyant l'affiche, c'est tout le monde qui me demandait, c'est lui le type, c'est molato.com. Je disais oui. C'est lui, c'est bien molato.com et il sera là. Et je vous invite tous à rester branchés le vendredi et à suivre l'épisode. En fait, j'allais te demander comment c'était avec Cape Town. Tu viens à peine de rentrer de Cape Town. La crise de la xénophobie ne t'a pas quand même affecté ou les activités que tu étais allé faire? C'était pas mal en tout cas. Cape Town, déjà, on est séduit par la ville, mais aussi par rapport à l'activité. Vu que le président aussi était parmi les hôtes et tout ça, parmi les invités, ça a été beaucoup plus simple pour nous autres. Donc la sécurité a été au maximum, ce qui a facilité un peu les choses. Côté sécurité, on n'a pas eu vraiment de soucis à se faire. Et par rapport à l'event en soi, on a pu quand même tirer le meilleur de ce qui a été programmé. Et il y a eu un petit souci parce que en même temps, au-delà de la xénophobie, il y a aussi un petit problème aussi relatif à l'assassinat d'une étudiante, je crois, en Afrique du Sud. Et du coup, il y a eu beaucoup plus de manifestations par rapport à l'assassinat de cette jeune étudiante, au fait. Mais côté xénophobie, on n'a pas vraiment ressenti ça à Cape Town. Quand bien même que ce qui s'est passé à Johannesburg, arrivé jusqu'à Cape Town en termes d'information et tout ça. Donc voilà. Parce que j'ai vu. Moi, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Parce que j'ai vu des gens qui postaient leurs photos et vidéos même sur Snap et sur Instagram étant au Cape en train de s'enjailler quoi. Je me disais mais ces gens ils sont pas affectés et j'ai essayé d'écrire à une personne, la personne m'a dit que là-bas c'est l'Europe entre guillemets. Et c'est du genre, waouh, oui, alors là-bas, les choses se passent très bien. Cape, c'est un peu, un monde à part. Quand je dis un monde à part, dans le sens même côté mentalité, côté personnes, peuple, population et tout ça, on se rend juste compte que voilà, ce sont des gens qui vivent dans un autre monde et puis ils ont une autre mentalité, une autre façon de faire les choses. Du coup, c'est plus à Johannesburg qu'il y a plus de frustrés et tout. Et voilà. Mais bon, sinon, côté Cape Town, il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Super. Alors là, ça montre déjà, c'est pas un signal peut-être de l'installation de Molato Market au Cape Town? Non, pas pour le moment. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire en RDC. Certes, c'est vrai, on doit quitter la RDC pour d'autres villes et d'autres pays, mais l'Afrique du Sud n'est pas encore sur la liste. Ok. Et j'ai vu, il y a la communauté de Global Shepherd dans l'Afrique du Sud qui est en train de s'expandre, tremendously, comme on peut le dire. Ça s'expand ça a une croissance énorme. J'ai vu les photos sur Facebook que tu as publiées de la communauté. J'espère que c'était la communauté Global Shepherd. Et il y avait tellement du monde et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que un de nous, il est en train de nous représenter valablement et il y a des preuves en fait pour justifier cette représentation et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Oui, de toute façon avec le World Economic Forum, je crois que c'était déjà une grande activité, ça rassemblait un peu les Global Shepherds de partout en fait.
du continent, et puis il y a certains qui sont venus aussi de l'extérieur du continent. Voilà, c'est un peu ça en fait. Alors, il y avait une rencontre de plusieurs délégations en Afrique du Sud. Plusieurs délégations, plusieurs hubs au fait en Afrique du Sud. Ok. Et alors, comment est-ce que quelqu'un qui finit en économie, qui voulait déjà devenir docteur, qui a changé ses rêves de docteur en économiste, comment est-ce que cette personne s'est retrouvée dans Global Shepherd, World Economic Forum, Tony Elume Forum, les forums à gauche, forums à droite? Comment est-ce que tu es arrivé à faire tout ça? Parle-nous un peu de toi. Voilà, c'est vraiment un parcours assez atypique dans le sens où voilà, je fais les scientifiques, option biochimie. Je me suis normalement en fait, quand je m'orientais en scientifique biochimie, c'était beaucoup plus la médecine qui était visée. Et puis voilà, après avoir décroché, même quand j'étais en 6e de l'université, c'était plus la médecine. Et puis après avoir décroché mon diplôme d'état, c'est là que voilà, les choses ont changé. Je me suis juste rendu compte que voilà, la médecine c'était pas vraiment moi. C'était beaucoup plus généralement, nous tous on est passé par là déjà dès les bas âges à la maison. On dit à yo, à la docteur, toi tu feras ceci, toi tu feras cela. Et puis c'est ça qui a été plus développé. Et puis à un certain moment, tu te rends compte, quand tu prends plus conscience, tu te rends compte que bah voilà, c'était pas pour toi en fait, c'était le rêve d'autres personnes. Et c'est là que je me suis dit bah fallait carrément tourner la page de la médecine. J'ai essayé un peu de voir qu'est-ce qui allait beaucoup plus matcher avec ce que moi je voulais. Et c'est là que l'économie a pris place. Et voilà, je me suis orienté en économie et puis j'ai fait l'option financière. Et ben voilà. Les financiers. De l'économie, et puis il y a une passion aussi qui a pris place, c'est Molato Market a vu le jour. Molato Market. Je me rappelle encore à l'époque, c'était en 2015, fin 2015, il y avait un tweet qui t'avait posté qui disait c'est comment le projet de Molato, quand est-ce qu'on les commence? J'ai vu le tweet et je me suis rappelé de ça jusqu'à ce jour. Merveilleux. Vraiment. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir cette personne formidable? N'est-ce pas, c'était genre la médecine et puis l'économie, mais c'est quoi en fait l'essence? C'est quoi derrière tout ça en fait? Quand tu enlèves toutes ces évidences et que tu te mets dans ton carreau, tu te dis quoi en fait? C'est quoi en fait le motif? Personne formidable, je pense que c'est un peu fort en fait. C'est comme ça que je te vois. Motivation, ben voilà, c'était toujours dans l'idée de pouvoir apporter un petit plus au fait, au-delà de ce qui a déjà été fait ou bien ce qui est déjà fait, c'est un peu d'apporter notre contribution. Et voilà pourquoi on a essayé un peu de voir, que ce soit dans tous les domaines, même dans le domaine économique. Moi personnellement, j'ai toujours été passionné par les grands hommes. Parce qu'aujourd'hui c'est l'économie au fait qui tient le monde, et du coup voilà, j'ai dû quand même m'inspirer de beaucoup de personnes et qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont motivé au fait à pouvoir poursuivre sur le chemin de l'économie, particulièrement à faire les finances. Et voilà, ils ont été mes motivateurs quoi. Pour ceux qui nous écoutent maintenant là, je vais vous avouer une chose. Moi, personnellement, certaines informations qui sont en train de découler, en fait, de sortir de notre frère, ce sont des choses que j'ai jamais su sur lui, en fait. Tu vois, comme dire ça, il voulait changer des gens et tout. Il y a des gens qui parlent toujours d'échanger des gens, mais nous savons tous que les changements ne se passent pas toujours positivement. Il y a de ceux qui étaient motivés par des bonnes choses, mais qui ont connu des détours et ainsi de suite. Mais là, je parle de quelqu'un qui continue, en fait, avec une vision, quelque chose qu'il aurait pu abandonner il y a de cela plusieurs années. Si vous avez connu Sénèque Lumonga depuis un moment, vous allez sûrement avoir le même témoignage que moi. Et même si vous les connaissez aujourd'hui comme cette personne qu'il est devenu, comme j'ai dit, une personne merveilleuse et une personne formidable, mais il m'a dit de ne pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que moi je le vois. Et c'est juste formidable. Dis-moi un peu, quand tu as fait ton premier forum, qu'est-ce que tu t'es dit en fait, vu la réalité du pays où tu t'es trouvé avant que tu y ailles? Mon premier forum, c'était à Kinshasa, je crois que c'était le KIN.
je sais pas, peut-être bien avant ça, en fait, j'ai commencé le forum vraiment il y a longtemps. Parce que c'est depuis je suis très actif. J'ai commencé mes activités depuis la fac en tout cas. J'ai participé à beaucoup de campagnes, beaucoup de trucs. Je crois que le premier forum c'était avant que je ne devienne Global Shapers, avant que je ne lance Mulatto Market. Je crois que j'étais dans la pétition App for School. C'est une pétition qui a été lancée par Monsieur Gordon Brown. L'idée, c'était voilà, de recueillir les signatures et tout ça. Et puis après, je crois qu'il y a eu maintenant le grand forum à Kinshasa avec la numéro, je crois la représentante au fait des Nations Unies. Je crois à Kinshasa à l'époque. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'activités auxquelles j'ai participé. Et voilà. Donc quand je dis premier forum, je vois beaucoup plus cette activité, mais par après, il y a eu beaucoup d'autres dans le domaine économique et puis dans le domaine entrepreneurial. Dans l'entrepreneuriat, voilà, c'était le Kin Pitch en 2016 et c'était une première pour moi de pouvoir participer à une activité où on parlait économie, on parlait entrepreneuriat, on parlait start-up et surtout à l'époque, le mot start-up n'avait pas encore la même connotation qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment le premier pas et puis j'étais très excité à l'idée de pouvoir mieux comprendre l'environnement. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dernièrement à qui j'ai répondu. Mais venant de toi, ça serait aussi un ajout. La personne voulait savoir, en fait, il m'a dit, j'écoute, je cite, startup, c'est quoi en fait? Comment est-ce que tu définis ça? Est-ce une métaphore ou c'est quoi derrière ça? Comment une personne peut définir ça? C'est une théorie? Qu'est-ce que c'est? Si tu pouvais répondre à cette question, tu dirais quoi? Startup, je pense qu'il faudrait même pas chercher midi à 14h. Comme on dit, c'est une entreprise qui est en phase de démarrage, c'est une entreprise qui est encore à la recherche de son business model en fait. Donc, pour toute jeune entreprise, pour tout porteur de projet qui se lance dans le domaine entrepreneurial, au-delà de l'idée, au-delà du côté concept, du côté innovation et tout, il y a aussi le côté recherche de son business model. Donc, ça veut dire c'est l'ensemble de tous ces éléments qui font en sorte qu'on puisse appeler cette boîte ou cette entreprise, cette jeune pousse ou bien cette entreprise naissante startup. Yeah. C'est comme le mot le dit déjà, startup, you are just starting up. Tu viens de commencer et tu es encore dans la phase de départ. Alors, là, on est en train de voir quelqu'un qui est en train de mélanger les business et des forums, des conférences, des activités par-ci, par-là. Et comment est-ce que tu arrives à manager les deux en fait? Comment est-ce que tu te positionnes à cheval? Au départ, c'était pas facile parce que voilà, il y a même aujourd'hui quand même les gens se disent voilà, j'arrive à combiner, mais il y a aussi beaucoup d'autres programmes et forums qu'on a eu aussi à décliner tout simplement parce que ça ne permettait pas en fait, on n'avait pas assez de temps pour combiner cela avec nos activités premières et tout ça. Donc, ce qui fait que j'ai travaillé, il y a toujours Mulatto qui passe en premier. Et puis quand on a le temps, on voit toujours, on est devenu très sélectif en tout cas, on voit quel est le forum ou bien quelle est la conférence qui match avec ce que nous faisons déjà, notre activité principale, et dans quelle mesure on pourra faire du takeaway en y participant. Alors, Sénèque Lomonga est avec nous et on se retrouve après la pause. Alors voilà, nous sommes de retour avec lui-même, Sénèque Lomonga qui est là. Et alors Sénèque, nous avions parlé de toi, nous avons parlé de tes débuts, de ces choses que tu as commencé comment est-ce que tu as commencé à te séparer entre le business et les forums, et maintenant que tu as mis le business à l'avant et que les forums, tu commences à être un peu sélectif. C'est quelque chose que nous avons retenu parmi les choses que nous avons retenues de la première séquence. Et alors là,
il y a une chose en fait. Je me rappelle, il y a un moment, les gens, ils étaient en train d'essayer beaucoup de choses, y compris le e-commerce, mais personne n'arrivait en fait à avoir des résultats concrets, des résultats concrets que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que c'était comment tes débuts avec Molato Market? C'était comment ta première vente en fait internationale? Ou même locale si je peux dire. Puis, comme on dit, c'est pas seulement, enfin même actuellement, le e-commerce en RDC, il y a beaucoup en fait qui ne décolle toujours pas. En fait, ça fait pas l'environnement congolais présente beaucoup plus de défis, beaucoup de challenges et tout ça. Si vous n'avez pas les nerfs solides et tout ça, c'est qui fait que beaucoup de gens se cassent les dents. Je pense que nous, à notre niveau, on a juste été persévérants. On a travaillé plus en fonction de ce que le marché demandait. On a essayé un peu de voir, essayé un peu de comprendre les consommateurs congolais, essayé un peu de voir qu'est-ce qui intéressait les consommateurs et dans quelle mesure on allait arriver à répondre aux besoins du consommateur congolais. Donc, et aussi, on a été persévérant, comme je l'ai dit. Voilà, notre première vente. Voilà, on a essayé un peu de travailler sur les différents produits qui intéressent nos consommateurs et puis ça a été beaucoup plus simple en fait du moment où vous proposez ce qu'est le marché de moi, ça a été beaucoup plus simple. Nous, on a travaillé sur un design assez particulier qui a séduit non seulement le Congolais sur le plan local mais aussi à l'extérieur du pays. Et voilà, ça a été beaucoup plus simple pour nous d'avoir des commandes sur le plan local mais aussi à l'international. Et il y a toujours une expérience à l'international qui me fascine toujours. C'était notre première livraison au Japon, donc on s'y attendait pas vraiment. Donc, et c'est là qu'on a compris que voilà, ce qui est fait en RDC peut être exporté dans le monde. Exactement. Parce que là, en fait, il y a un petit souci qui se pose au niveau de la logistique. Il y a les gens qui me disent souvent, voilà, le e-commerce au Congo, il y a le problème des livraisons qui se pose. Les gens qui sont à Ngaliema, pour ceux qui sont à Kinshasa, bien sûr, n'arrivent pas à obtenir les produits qui se trouvent à Matete, et ainsi de suite. Il y a un petit souci qui se pose à ce niveau, vu que la capitale n'est pas assez grande. Enfin, la capitale est grande, mais en termes d'opération, elle n'est pas assez grande, vu qu'on n'a pas plus de 5 routes principales, en fait, pour faire des livraisons et des courses. Et comment est-ce que tu arrives à t'en sortir déjà du point de vue local, avant que nous puissions même parler du point de vue international qui est encore un peu plus large? Parce que là, maintenant, j'ai remarqué que tu deals plus avec DHL et comparable aux autres. Oui, bon, déjà, en termes de livraison, c'est beaucoup plus, comme tu l'as si bien dit, enfin, la capitale est grande, mais sauf qu'on n'a pas assez... il y a toujours un problème d'infrastructure qui se pose et ce qui fait qu'il y a des zones qui ne peuvent être couvertes en termes de livraison. Donc on essaie vraiment d'aller, si on ne sait pas arriver là où le client est, mais du moins faciliter toujours le client dans le sens où qu'il ressent toujours ou bien qu'il se sent toujours important dans le sens où on lui accorde une livraison à domicile entre guillemets, même si c'est pas directement chez lui à la maison, mais au moins un endroit qui nous permettrait de pouvoir le rencontrer facilement. Du coup, pour les zones qui ne sont pas couvertes, on s'est trouvé un terrain d'entente avec les clients par rapport au lieu de livraison et tout ça. Et à l'international, avec DHL, c'est encore beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est DHL qui gère tout le reste. Ok, parce que là... un peu ça. Yeah. Parce que là, déjà, du côté local, on est en train de voir un pick-up line, un pick-up, qu'on peut dire un pick-up area, ou un pick-up, je sais pas comment est-ce que le terme peut être appliqué, mais là, un pick-up point, voilà, un pick-up point. C'est en fait avec ça que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas, avec les pick-up points? Oui, pour les zones qui ne sont pas couvertes. Ok, parce que là, en fait... je vois qu'il y a aussi un petit problème pour ceux qui veulent, parce que là, je suis en train d'essayer de ressortir quelques informations pour ceux qui sont dans le domaine, histoire de bénéficier en fait de cet épisode. Admettons que quelqu'un qui veut en fait se lancer dans le e-commerce, la personne, par exemple, sa première commande arrive de cette manière, assez fashion. La personne est à Limité 7e rue. Sa commande est à Limité 18e rue. Alors, sur la vente, la personne, ça c'est un peu juste technique, ok? La personne ajoute par exemple le frais de livraison, je mets genre $5 pour le frais de livraison. Et du coup la personne qui est à la 18e rue qui commande se dira, bah tiens, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je puisse venir récupérer que je puisse attendre mon produit ou payer pour la livraison dans ces genres de situations par exemple? Voilà, tout marqué, tu dirais quoi?
tu as dit, s'il te plaît. Ok. Alors, par exemple, je suis à Bandal Molar. Tu es à Bandal Chibangu. Tu me vends un produit, j'achète à partir de Bandal Molar. Et surtout, en sachant que toi, tu offres des livraisons gratuites. Ça, c'est vraiment, c'est une valeur merveilleuse. Mais là, je parle de gens qui, aujourd'hui, qui commencent, mais qui exigent un frais de livraison. Et du coup, sachant que toi et moi, nous habitons juste à des blocs qui nous séparent, dois-je vraiment payer pour la livraison? Je dois venir chercher mon produit ou tu dois venir livrer ton produit à moi? Quand on est dans la livraison à domicile, c'est la livraison à domicile. Ça veut dire peu importe que le client soit le voisin ou bien que le client soit de l'autre côté de la ville. Quand c'est la livraison à domicile, c'est la livraison à domicile. Ça veut dire que le client est censé payer. Et nous aussi, certes, c'est vrai, il arrive de fois on fait des livraisons gratuites, mais la livraison, il y a aussi de fois on fait une livraison payante et le client est au courant de toutes ces informations-là, en fait. Donc, la livraison n'a rien à voir, au fait, avec le lieu d'emplacement voilà. Donc c'est un peu ça. Si quelqu'un veut commencer à faire le e-commerce aujourd'hui, qui se pose beaucoup de questions, comme dit Monsieur Molato, la livraison ne dépend pas de la distance. La livraison, c'est une valeur vraiment qu'on peut dire ajoutée des opérations. Mais là, en fait, il y a des gens qui sont à l'école maintenant à la Sénèque. Et ces gens-là, ils voient tout ce qui se passe. Ils te voient à la télé, ils entendent parler de toi par RFI et ils te voient dans les forums et ainsi de suite. Ils vont même entendre ce podcast et ils se poseront des questions. Mais tiens, il m'a parlé du startup. Il m'a dit c'est quoi un startup? J'ai un projet qui est un startup aussi à ce niveau et je penserais faire comme lui, faire comme le grand frère Sénèque. Alors, moi, l'école m'apprend pas tout ça. Est-ce que tu vois pas qu'il y a lieu d'essayer d'infuser un tout petit peu le e-commerce, d'infuser un tout petit peu les réalités en fait du monde numérique aujourd'hui dans notre système éducatif? Oui, parce que aujourd'hui tout est numérique, donc il faudra un peu, on parle même de transition numérique, il faudrait voir dans quelle mesure on pourra balancer déjà le jeune dans ce monde déjà qui est en mutation et tout ça. Donc là, la responsabilité incombe beaucoup plus aux autorités, au gouvernement, à l'État. Et là, ce qui est bien avec la RDC, c'est que dernièrement, le président, il a eu à parrainer au fait la publication d'une nouvelle loi par rapport au numérique et tout ça. Donc voilà. National numérique, tout numérique national. Oui. Donc voilà, il y a eu il y a eu un document, je crois, si je ne me trompe, relatif au numérique en RDC au fait. Et je pense que dans les jours à venir, c'est vraiment un aspect qui est au cœur du mandat du nouveau président. Et je pense que dans les jours à venir, ça sera très intéressant qu'on puisse déjà initier les jeunes dès les bas âges. Donc voilà, c'est vraiment au gouvernement de pouvoir s'imprégner des réalités actuelles. Alors, si tu devais faire quelque chose par rapport à ça, à ton niveau, tu ferais quoi en premier lieu? Déjà, nous, en termes de conférences, forums et tout ça auxquels nous participons, on essaie toujours de donner le meilleur de nos mains. Donc, chaque fois qu'il y a un truc, une activité dans une école ou dans une université et tout ça, quand on nous invite, on ne dit pas non. Ça veut dire on y va dans l'idée de pouvoir donner et histoire aussi de pouvoir stimuler, booster encore un grand nombre. Je pense que c'est tout ce que nous on sait faire à notre niveau. Ok. Alors, si l'État aujourd'hui se propose, ou soit l'État nous propose à nous, ou par exemple à toi, l'État dit, pour cette industrie qui est l'industrie du fashion, ok, dans ces business models de e-commerce, j'offre, ou par exemple, je disponibilise un warehouse, ok, un entrepôt pour les gens qui font les e-commerce. Comment est-ce que tu penses que cela pourra marcher en fait à Kinshasa, connaissant l'infrastructure actuelle, connaissant tout ce qu'il y a avec Kinshasa maintenant là? Parlons seulement des Kin, parce que nous n'avons pas vraiment eu essayons d'abord d'être focalisés sur Kinshasa. Si aujourd'hui il y avait possibilité d'avoir un warehouse ou un entrepôt, ok, où il pourrait avoir des fulfilling un peu rapides des ordres, des commandes. Comment est-ce que tu penses que cela va se passer? Je ne sais pas si j'ai saisi très bien la question parce que là, que l'État
puisse Donc, l'État, en fait, disponibiliser, au fait. met à notre disponibilité, dispose, en fait, ou disponibilise un centre d'approvisionnement, un warehouse qui pourra faciliter, en fait, order fulfilling, la satisfaction des commandes. Comment est-ce que cela va se passer? Le warehouse devrait se positionner où, en fait, exactement? Parce que là, nous sommes en train de voir la possibilité, si quelqu'un, en fait, aujourd'hui, ceux qui veulent à peine de commencer, surtout ceux qui vendent encore sur Facebook, ceux qui ne sont pas encore à ton niveau de website, application, mais qui sont encore sur Facebook, ok? Mais qui, du moins, veulent extendre leurs limites et que, par faute de moyens pour acquérir un site internet, veulent quand même passer par un centre d'approvisionnement. Comment est-ce que tu penses que cela va se passer? Je ne saisis toujours pas la question. Quand tu dis approvisionnement, tu fais allusion à quoi? Parce que le e-commerce, ça dépend d'une plateforme à une autre. Quand l'État disponibilise, je ne pense pas que l'entrepôt soit quelque chose qui sera bénéfique à tout le monde ou bien qui va entrer vraiment dans la vision de tout le monde, en fait. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'irais m'approvisionner en quoi, en fait, auprès de l'État. Et ça dépend aussi d'autres personnes qui sont dans le e-commerce, qui importent des produits pour vendre sur le type sol. de produits aussi. Donc voilà, ça dépend de produits, en fait. Ça dépend. Donc, moi, je dirais plutôt si l'État était en mesure de subventionner ou bien de booster un peu les gens ou bien mettre à disposition de lois qui permettraient à ce que ceux-là qui évoluent dans le e-commerce puissent évoluer de manière beaucoup plus étroite et puis avec beaucoup plus de facilité, ça serait une bonne chose, en fait. En fait, c'est par rapport à ça parce que il y a à l'époque, par exemple, prenons l'exemple des Bralima aujourd'hui, si je peux citer la compagnie, qui a en fait des grands dépôts où ils déposent des casiers et lorsqu'il y a des commandes, au fait, par rapport à certaines localités, tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est appeler le dépôt, l'entrepôt et ça facilite directement la livraison des produits. Mais sinon, je pense qu'on va y arriver. Ouais, bon, là, comme je disais, ça dépend de l'organisation d'une boîte à une autre. Exactement. Amazon aussi fait ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a ces produits qui ne quittent pas forcément les États-Unis. Ça peut être un produit qui vient de la France, qui est livré directement à un client. Exact. Ou bien quand c'est un produit qui est commandé en France, il y a Amazon France. Donc, voilà, tout ça, ça dépend vraiment. C'est dans le privé, au fait. Je ne pense pas que ce soit l'État qui soit là pour vous dire, voilà, vous devez avoir un truc, vous doit disponibiliser quelque chose. Exactement. Pour vous, mais je pense aussi que ça dépend aussi peut-être à mettre à disposition de l'argent, en fait, pour aider c'est dans ce sens-là. Dans la logique, au fait, de pouvoir avoir un espace, tout ça, voilà. Mais là, ça dépend, en fait, ça doit commencer d'abord au niveau de la boîte. Au niveau de la boîte, en fait, exactement. Donc, aujourd'hui, s'il y a des choses à retenir, je pense que Senek Lomonga, il a tout dit. Mais j'aimerais quand même savoir s'il y a quelque chose que tu aimerais laisser aux gens, quelque chose dont nous n'avons pas couvert ou peut-être que je n'ai pas eu à creuser, en fait, dans cette conversation. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux jeunes, à ceux qui sont dans le business, à ceux qui étaient dans le business déjà mais qui ne savaient pas comment bien le faire, à ceux qui veulent aussi commencer ton business model? Bon, personnellement, moi, je me dis toujours que les gens puissent se lancer dans quelque chose qui leur passionne, en fait. Ça sera beaucoup plus simple de tenir parce que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours le côté sexy, quand bien même que c'est ce qui est présenté ou bien que c'est ce qui est vendu. L'entrepreneuriat, c'est de haut et c'est de bas. Voilà, il faut être bien préparé, au fait, pour cette aventure, sinon on va finir par se casser les dents. Donc, pour ceux-là qui sont passionnés par quelque chose, au-delà de la passion, il faudrait aussi essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des formations qui vous permettraient d'être beaucoup plus calé dans votre domaine. Il faudrait aussi voir dans quelle mesure vous pouvez acquérir d'autres compétences et c'est un peu de mieux comprendre le marché dans lequel vous évoluez. Et bien, ça sera beaucoup plus simple pour vous, en tout cas. En tout cas, ce qui est vrai est que on peut pas tout couvrir aujourd'hui. Mais alors, si vous êtes en train de suivre ces podcasts, cet épisode d'aujourd'hui, moi, je vous demanderai non seulement de l'écouter pour vous-même, aussi de partager aux personnes que vous connaissez qui sont dans le business. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils commencent un business, mais ils sont dans le business
uniquement parce que ils ont vu certaines personnes faire ces business. Et encore plus aujourd'hui, les gens, ils vont parce qu'on les a parlé du côté un peu, comme je veux dire, entre côtes, sexy de l'entrepreneuriat, sans pourtant se rendre compte du sacrifice qu'il y a derrière, sans pourtant se rendre compte de la personne que tu deviens au fur et à mesure que tu continues. Et je remercie beaucoup Sénèque aujourd'hui. Et je vous dis en tout cas, à très bientôt, restez branchés, partagez l'épisode. Ok, suivez sur YouTube, sur Google Podcast, iTunes et toutes les majeures plateformes qui sont mentionnées sur la fiche et non pas sur la fiche aussi. Mais lorsque vous irez sur YouTube ou sur Google Podcast, sur la description, vous allez avoir tous les détails. Alors je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de le partager et je vous dis bye bye.